Il y a une force silencieuse qui sommeille dans la psyché masculine. Une force oubliée, enfouie sous les rôles sociaux, les attentes culturelles et les injonctions à la performance. Cette force, lorsqu'elle est réveillée, transforme l'homme de l'intérieur. Elle ne se manifeste ni par la domination, ni par le contrôle, mais par une prise de conscience profonde de soi, une reconnexion à l'instinct, au rêve, à l'émotion contenue. C'est à travers la psychologie des profondeurs, telle que Carl Jung l'a pensé, que cette exploration devient possible. Ce voyage intérieur ne se fait pas sans épreuve. Il exige courage, lucidité et une volonté authentique de se rencontrer au-delà des masques. Aujourd'hui, nous allons pénétrer les secrets de cette psychologie qui touche l'âme masculine là où elle s'est tue. L'inconscient n'attend que d'être entendu. Écrit en commentaire, je choisis de réveiller ma conscience profonde. La psychologie analytique développée par Carl Gustav Jung offre une clé précieuse pour comprendre l'inconscient masculin, non pas comme une entité isolée, mais comme une dynamique vivante entre l'ombre, l'animus, l'anima et le soi. L'homme, dans son parcours intérieur, est confronté à une dissociation subtile entre ce qu'il croit être et ce qu'il est réellement. Cette dissociation engendre souvent une projection, un mécanisme par lequel il attribue aux autres, souvent aux figures féminines, les qualités inconscientes qu'il ne reconnaît pas en lui-même. L'ombre masculine, faite de vulnérabilité, de peur, de tendresse refoulée ou d'agressivité non maîtrisée, est rarement intégrée consciemment. Pourtant, elle est la porte d'entrée vers l'individuation, ce processus central chez Jung où l'individu cesse de vivre en surface et s'engage dans une quête de totalité. Dans ce processus, l'anima, l'aspect féminin inconscient de l'homme, joue un rôle fondamental. Elle devient guide, muse, lien avec le monde intérieur. Ignorée, elle devient destructrice. Accueillie, elle révèle l'intuition, la créativité et la dimension affective profonde. Le réveil de la conscience masculine ne passe donc pas par une survalorisation de la force ou de la maîtrise, mais par une plongée dans les couches oubliées de l'âme. Cette descente dans les profondeurs psychiques est à la fois périlleuse et transformatrice. Là réside le véritable secret. Ce n'est pas en fuyant l'inconscient qu'on devient un homme entier, mais en l'écoutant. Le masculin véritable naît de cette intégration patiente entre la lumière et l'ombre, entre le connu et l'inconnu. C'est à cette exploration que nous allons maintenant nous consacrer. Dans les plis de l'histoire collective et intime, une blessure silencieuse s'est installée dans la psyché masculine. Ce n'est pas une blessure visible, comme celle d'un combat physique ou d'une chute concrète, mais une fracture intérieure, souvent transmise de génération en génération, qui a séparé l'homme de son soi profond. Cette fracture s'est produite lorsque les modèles culturels ont commencé à définir la masculinité selon des critères extérieurs: puissance, réussite, rationalité, maîtrise. En poursuivant ces idéaux, l'homme a peu à peu appris à taire ce qui en lui n'était pas conforme: sa sensibilité, sa peur, sa tendresse, sa vulnérabilité. Ce processus, insidieux et socialement encouragé, a contribué à une dissociation intérieure. Dès l'enfance, le garçon est souvent orienté vers un idéal de virilité qui le coupe de son monde intérieur. Pleurer devient une faiblesse, douter devient un échec, être doux devient suspect. Cette éducation émotionnelle tronquée ne laisse pas de place à la totalité de l'être. Elle fabrique un masque, celui de l'homme fort, sûr de lui, invulnérable. Mais derrière ce masque se cache souvent un vide. Jung appelait ce vide la perte du soi. Ce n'est pas simplement le fait de ne pas savoir qui l'on est, mais de ne même plus ressentir que cette question existe. L'homme devient un rôle, un personnage fonctionnel qui s'adapte à son environnement, mais qui ne vit pas à partir de son essence. Cette blessure du masculin se manifeste de nombreuses façons: difficulté à créer des liens profonds, incapacité à exprimer les émotions autrement que par la colère ou le retrait, quête insatiable de performance, burn-out, dépendance, isolement. Autant de signaux que l'âme envoie pour tenter de rappeler l'homme à lui-même. Mais dans une société qui valorise l'action et la rapidité, il est difficile de s'arrêter pour écouter ces appels intérieurs. La douleur est souvent étouffée par l'activité, les écrans, les distractions, les addictions. Ce que la psychologie des profondeurs révèle avec puissance, c'est que cette blessure n'est pas une fatalité. Elle est, en réalité, une invitation à descendre sous la surface, à quitter les certitudes imposées
à cesser de vouloir être un homme selon les normes extérieures pour redevenir un être humain en quête de vérité intérieure. Le soi profond, chez Jung, est cette totalité vivante en nous qui dépasse l'ego. C'est lui qui souffre lorsque l'on vit trop longtemps dans le mensonge intérieur. Et c'est lui qui commence à se réveiller lorsque l'on accepte de regarder en face ce qui ne va pas. Dans le parcours d'individuation, ce retour au soi passe par la reconnaissance de la blessure, non pour s'y complaire, mais pour l'écouter, car chaque blessure contient un sens. Derrière la douleur se cache un message de l'inconscient. Le refus d'écouter ce message prolonge la souffrance. L'accueil, au contraire, amorce un processus de transformation. L'homme cesse alors de chercher à correspondre à une image et commence à chercher ce qui est vrai en lui, même si cela entre en conflit avec les attentes extérieures. Ce chemin demande du courage. Il ne s'agit pas de rejeter le masculin, mais de le redéfinir à partir de l'intérieur. De reconnaître que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination ou le contrôle, mais dans la capacité à se confronter à sa propre obscurité, à rester présent face à sa douleur, à entendre les murmures de son âme. C'est cette qualité de présence intérieure qui fonde une masculinité consciente, enracinée, reliée. En comprenant la blessure du masculin, en la regardant avec compassion, l'homme entame le retour vers son soi profond. Il ne devient pas meilleur, il devient plus entier. Et c'est cette intégrité retrouvée qui change tout. Elle libère l'énergie vitale contenue, elle ouvre les portes de l'intuition, elle rend possible des relations plus authentiques et elle réconcilie l'homme avec lui-même. C'est le premier pas vers l'éveil de l'inconscient masculin. Il existe au cœur de chaque homme une part cachée de lui-même qu'il préfère souvent ignorer. Cette part, Jung l'a appelée l'ombre. Elle regroupe tout ce que l'individu refuse de reconnaître comme faisant partie de lui. Les faiblesses, les envies interdites, les émotions réprimées, les blessures anciennes, mais aussi parfois des forces inexploitées, une sensibilité non assumée, une créativité bridée. Chez l'homme, cette ombre est particulièrement dense, car la culture dominante l'a longtemps encouragé à construire son identité en opposition à ce qui est considéré comme faible, émotionnel ou instable. Ce rejet a un coût. Tout ce qui est repoussé dans l'ombre revient sous forme de conflits internes, de comportements destructeurs ou d'un sentiment diffus de vide. L'ombre masculine ne se manifeste pas uniquement dans des actes extrêmes. Elle peut prendre la forme d'une irritabilité chronique, d'un sarcasme constant, d'un besoin de tout contrôler, d'une incapacité à se laisser aller. Elle peut aussi s'exprimer à travers une insécurité profonde, masquée par un excès de confiance affiché, ou encore par une difficulté à exprimer la tendresse, par peur d'être perçu comme vulnérable. L'homme, dans cette position, vit comme divisé. D'un côté ce qu'il montre au monde, de l'autre ce qu'il cache même à lui-même. Cette division l'épuise, car elle le contraint à jouer un rôle permanent. Or, ce rôle devient une prison psychique, l'éloignant chaque jour un peu plus de sa vérité intérieure. Jung ne voyait pas l'ombre comme une ennemie, mais comme un allié potentiel. Pour lui, confronter son ombre est un acte de maturité psychique. Cela signifie avoir le courage de regarder en soi ce qui dérange, sans jugement moral, mais avec une curiosité authentique. Ce processus est inconfortable. Il bouscule l'image qu'on a de soi. Il met à nu des douleurs anciennes. Il exige de renoncer à certaines illusions protectrices. Pourtant, c'est précisément dans cette confrontation que réside le potentiel de transformation le plus profond. Car ce que l'on repousse contient aussi une énergie vitale. L'agressivité refoulée peut se transformer en force d'affirmation saine. La tristesse ignorée peut ouvrir l'accès à l'empathie. La peur reconnue peut devenir une boussole intérieure. L'accueil de l'ombre n'est pas une démarche intellectuelle, ni une introspection abstraite. C'est une expérience vivante, souvent initiée par une crise, une chute, une rupture. L'inconscient utilise ces moments pour faire émerger ce qui était tapi dans l'ombre. Si l'homme accepte de traverser ces périodes sans fuir, sans se refermer, il découvre des territoires insoupçonnés de lui-même. Il ne s'agit pas de devenir parfait ou de tout guérir, mais de cesser de se mentir. Ce processus appelle à l'humilité, à la sincérité et à une forme de présence à soi que peu d'hommes ont appris à cultiver. L'un des pièges courants est de projeter son ombre sur les autres. Ce mécanisme que Jung a longuement analysé consiste à attribuer à autrui ce que l'on refuse de voir en soi. Ainsi, un homme qui nie sa propre colère peut être intolérant face à la colère des autres.
Celui qui réprime sa sensibilité peut mépriser ceux qui l'expriment ouvertement. Ces projections polluent les relations, nourrissent les conflits et renforcent l'illusion que le problème vient toujours de l'extérieur. Reconnaître ces projections, c'est commencer à reprendre la responsabilité de son monde intérieur. C'est un acte de puissance réelle, non plus tourné vers la domination, mais vers la connaissance de soi. Peu à peu, en accueillant l'ombre, l'homme cesse de vivre en tension constante. Il intègre les polarités en lui. Il découvre qu'il peut être à la fois fort et sensible, affirmé et vulnérable, structuré et intuitif. Ce processus d'intégration redonne une cohérence intérieure, une stabilité profonde qui ne dépend plus de la validation extérieure. L'ombre devient alors source de créativité, d'authenticité et de transformation. Elle libère une puissance nouvelle, non pas brutale ou imposée, mais enracinée dans une vérité vécue. Accueillir ce qui a été banni, c'est faire le choix de se réconcilier avec soi-même. C'est quitter les identités rigides pour entrer dans une humanité plus vaste, plus souple, plus vivante. C'est aussi le seul chemin vers une masculinité consciente, capable de rencontrer l'autre sans se perdre, de traverser la vie sans s'effondrer et d'aimer sans se cacher. Au cœur de la psyché masculine, une figure subtile et puissante demeure souvent méconnue, l'anima. Pour Carl Jung, l'anima représente l'aspect féminin inconscient chez l'homme, une réalité intérieure formée à partir d'innombrables impressions, expériences émotionnelles, archétypes culturels et influences maternelles. Mais plus qu'un simple reflet de la féminité, l'anima est un pont vers le monde intérieur. Elle est la voix de l'âme, l'intuition, l'inspiration, la médiatrice entre l'ego masculin et les profondeurs de l'inconscient. Ignorée ou projetée à l'extérieur, elle peut troubler la vie relationnelle. Accueillie et intégrée, elle devient un guide de transformation d'une puissance inégalable. Dans la construction de l'identité masculine, l'anima est souvent refoulé. La société pousse l'homme à se définir contre ce qui est considéré comme féminin. Sensibilité, empathie, vulnérabilité, douceur. Ces qualités deviennent alors des fragments rejetés, non parce qu'elles sont indignes, mais parce qu'elles ne correspondent pas à l'image idéalisée de ce que devrait être un homme. Or, ces fragments forment le corps de l'anima. Lorsqu'elle n'est pas reconnue, elle cherche à s'exprimer d'autres manières, à travers des rêves, des émotions inexplicables, des attirances obsessionnelles ou des idéalisations amoureuses. C'est là que le mécanisme de projection devient évident. L'homme projette souvent son anima sur une figure féminine extérieure, amante, muse, partenaire. Il la voit comme l'incarnation de tout ce qu'il cherche inconsciemment en lui-même. Elle devient la porte vers le mystère, la beauté, l'amour inconditionnel. Mais cette projection, aussi envoûtante soit-elle, est instable. Elle crée des attentes irréalistes, des dépendances affectives, voire des désillusions douloureuses. Car aucune femme ne peut incarner l'image complète de l'anima projeté. Lorsque la réalité vient briser l'illusion, l'homme est confronté à une crise. C'est à ce moment précis que l'opportunité d'intégration apparaît. Au lieu de chercher l'anima à l'extérieur, il s'agit alors de tourner le regard vers l'intérieur, d'apprendre à écouter cette part de soi qui ressent, qui rêve, qui crée. L'anima devient guide, non pas parce qu'elle donne des réponses toutes faites, mais parce qu'elle introduit l'homme à la dimension symbolique de l'existence. Par elle, le rationnel s'ouvre à l'intuitif, le contrôle fait place à l'écoute, l'action s'équilibre par la contemplation. Cette rencontre avec l'anima est profondément transformatrice. Elle initie un processus de réconciliation entre les polarités internes et elle élargit la conscience de soi bien au-delà des frontières de l'ego. Les rêves sont l'un des moyens privilégiés par lesquels l'anima se manifeste. Elle y apparaît souvent sous des formes féminines diverses. Jeune fille mystérieuse, femme sage, séductrice, mère nourricière ou figure spirituelle. Ces images ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Elles sont des représentations symboliques des états intérieurs de l'homme. Les comprendre, les méditer, c'est déjà commencer à dialoguer avec l'inconscient. Jung encourageait cette relation vivante avec les images de l'anima, car elle permet d'entrer dans une relation active avec le monde intérieur, où chaque symbole devient message, chaque émotion devient signal. Accueillir l'anima, c'est aussi guérir la relation que l'homme entretient avec le féminin en lui et autour de lui. Une anima intégrée permet d'entrer en relation avec les femmes d'une manière plus juste, moins projetée, plus présente. L'homme cesse de chercher dans l'autre ce qu'il n'a pas trouvé en lui.
Il ne demande plus à la relation de le compléter, mais entre dans l'échange avec un sentiment de plénitude. Cela transforme profondément la dynamique affective, en la rendant plus libre, plus vraie, plus profonde. Sur le chemin de l'individuation, l'anima devient donc une alliée essentielle. Elle n'est pas un but, mais un passage. Elle invite à la descente dans les profondeurs, à la traversée des eaux inconscientes, à l'ouverture à l'imaginaire, au symbolique, au spirituel. Elle éveille des dimensions que le masculin, dans sa forme unilatérale, avait mises de côté. Elle n'efface pas l'identité masculine, elle l'enrichit. Elle rappelle à l'homme qu'il n'est pas un bloc monolithique, mais une multiplicité vivante, mouvante, fluide. En intégrant l'anima, l'homme s'ouvre à une transformation radicale. Il devient capable d'habiter pleinement son intériorité sans en avoir peur. Il découvre une force douce, une sagesse intuitive, une écoute sensible qui lui permettent de mieux comprendre le monde et lui-même. Il ne renie pas sa virilité, mais il la redéfinit à travers une conscience élargie, où la puissance ne réside plus dans la domination, mais dans la capacité à être pleinement humain, entier, habité. Dans la perspective jungienne, le voyage vers soi-même ne trouve son plein accomplissement que dans le processus d'individuation. Loin d'être un simple développement personnel, l'individuation est une transformation profonde de l'être, un cheminement par lequel l'homme cesse de se définir uniquement par l'extérieur, ses rôles, ses performances, ses appartenances, pour s'aligner avec la totalité de sa psyché. Ce processus implique une rencontre avec l'inconscient, une réconciliation avec les aspects refoulés de soi et une intégration progressive des opposés internes. Pour le masculin, ce parcours devient une quête de souveraineté intérieure, une manière d'habiter pleinement sa vie à partir d'un centre intérieur affranchi des conditionnements ancrés dans une identité vivante et évolutive. La souveraineté intérieure n'est pas le pouvoir sur autrui, mais la capacité de se gouverner soi-même avec lucidité, justesse et intégrité. Elle ne naît pas du contrôle, mais de la connaissance de soi. L'homme qui s'engage dans l'individuation traverse des phases de désillusion, de perte, de doute. Ces moments, loin d'être des échecs, sont les portes de la transformation. Car c'est en tombant les masques, en acceptant les ruptures intérieures, que le vrai soi commence à émerger. Il ne s'agit pas d'un soi idéal, pur, parfait. Il s'agit d'un soi vivant, complexe, capable de contenir à la fois la lumière et l'ombre, la force et la fragilité, la volonté et l'abandon. Sur ce chemin, l'homme redécouvre des ressources profondes qu'il avait oubliées. Il apprend à faire confiance à son intuition, à écouter les signes intérieurs, à s'orienter non plus en fonction de ce qu'on attend de lui, mais en fonction de ce qui résonne avec son essence. Il ne rejette pas les responsabilités du monde extérieur, mais il cesse de les prendre comme seul fondement de sa valeur. Il cesse aussi de se comparer constamment aux autres, car il comprend que chaque parcours est unique, chaque destin singulier. Il entre dans une relation plus juste avec le temps, avec le silence, avec la solitude même, qui devient alors espace de recentrage plutôt que vide à fuir. L'individuation ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir pleinement soi. Cela exige de descendre dans les couches les plus profondes de la psyché, là où résident les archétypes universels, mais aussi les blessures personnelles, les mémoires familiales, les influences culturelles qui ont façonné l'identité. C'est en mettant en lumière ces strates invisibles que l'homme peut enfin distinguer ce qui lui appartient vraiment de ce qui lui a été imposé. Ce discernement est fondamental. Il permet de se libérer des loyautés inconscientes, des schémas répétitifs, des attentes silencieuses qui l'empêchent de s'ouvrir à sa propre vérité. La souveraineté intérieure est donc une conquête, mais d'un genre nouveau. Elle ne passe pas par la domination du monde, mais par l'apprivoisement de soi. L'homme devient roi non d'un territoire extérieur, mais de son propre royaume intérieur. Et dans ce royaume, il découvre que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des messagères, que les conflits intérieurs ne sont pas des failles, mais des points de passage, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une ouverture à une forme plus profonde de présence. Ce nouvel ancrage transforme radicalement la manière d'être au monde. L'homme n'a plus besoin de prouver sa valeur, car il la sent en lui. Il n'a plus besoin de se conformer, car il est aligné. Il n'a plus peur d'être vu tel qu'il est, car il ne se juge plus selon les critères extérieurs. Cette posture, silencieuse et forte, rayonne naturellement. Elle inspire, non pas par l'exemple d'une perfection inatteignable, mais par l'authenticité d'un être en chemin, qui ose se connaître, se transformer
se révéler. Sur le chemin de l'individuation, l'homme rencontre aussi les grandes questions existentielles. La mort, le sens, l'amour, le sacré. Il ne les fuit plus. Il les intègre comme des composantes essentielles de son humanité. Ce faisant, il devient capable d'habiter pleinement sa vie, non comme une succession d'obligations, mais comme un acte de présence consciente. Il accède à une forme de liberté intérieure qui ne dépend plus des circonstances, mais de sa capacité à rester fidèle à lui-même, au cœur même du chaos. C'est là le vrai réveil de l'inconscient masculin, lorsque l'homme, au lieu de chercher à s'affirmer contre le monde, commence à œuvrer en harmonie avec lui, lorsqu'il cesse de fuir ses profondeurs et apprend à s'y ancrer, lorsqu'il découvre que le chemin vers la puissance ne passe pas par le refus du féminin intérieur, ni par la négation de l'ombre, mais par leur intégration patiente et consciente. Alors seulement, il devient souverain, non pas d'un empire extérieur, mais d'une vie vécue en vérité. Le réveil de l'inconscient masculin n'est pas un simple changement de regard, c'est une révolution intérieure. Ce que la psychologie des profondeurs nous enseigne à travers les concepts de Jung, c'est que l'homme porte en lui une richesse immense, souvent enfouie sous des couches de conditionnement, de peur et de silence. En osant plonger dans sa blessure, il découvre sa vulnérabilité comme une force. En accueillant son ombre, il cesse d'être divisé. En dialoguant avec son anima, il ouvre un espace intérieur de réconciliation et d'inspiration. Et en s'engageant sur le chemin de l'individuation, il accède à une souveraineté qui ne dépend plus de ce qu'il possède ou contrôle, mais de la profondeur avec laquelle il habite sa propre existence. Cette démarche n'est ni rapide ni facile. Elle exige honnêteté, patience et courage, mais elle est essentielle pour tout homme qui aspire à une vie alignée, incarnée, pleinement consciente. C'est ce voyage que nous avons esquissé ensemble et qui commence véritablement maintenant, en vous. Si ce contenu a résonné avec vous, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce cheminement intérieur. Et surtout, regardez la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle est le prolongement naturel de ce que vous venez d'entendre et elle pourrait bien vous ouvrir une nouvelle porte vers vous-même.